Wiki, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Donc bonjour à tous, nous voici sur Radio Récré, la radio du Collège français bilingue de Longues. Nous sommes des élèves de 3e et nous sommes venus faire un reportage à la Nuit des idées au lycée français Charles de Gaulle. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial et ça va être un plaisir pour nous de l'interviewer. Nous sommes en présence de Gasper Koenig, philosophe moderne qui réfléchit beaucoup à propos de l'intelligence artificielle dans le monde actuel. Il a d'ailleurs écrit un livre s'intitulant « La fin de l'individu, voyage d'un philosophe au pays de l'intelligence artificielle ». Et pour commencer l'interview, je vais vous poser une question simple. D'après vous, qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Bonjour. C'est la possibilité de synthétiser extrêmement vite les résultats de la pensée humaine. Donc ça ne remplace pas l'intelligence humaine, ça n'imite pas le processus même de l'intelligence humaine, mais ça imite ses résultats. Et donc c'est une automatisation de l'ensemble de nos... Par exemple, quand vous formulez une phrase, c'est le résultat d'un processus cognitif. Et ben, l'intelligence artificielle ne va pas essayer de retrouver ce processus cognitif, elle va juste retrouver la phrase. Si vous avez engagé une discussion avec quelqu'un, vous lui avez donné une réponse, vous savez pourquoi vous lui avez donné la réponse, vous avez réfléchi à votre réponse, cette réponse a du sens pour vous. L'intelligence artificielle, elle s'en fiche, elle va juste regarder les deux réponses, elle va voir si elles sont répétées par exemple des millions de fois, dans des millions de conversations différentes, et si oui, elle va se dire c'est donc une réponse qui fait du sens. Elle-même ne sait pas pourquoi ça fait du sens, parce que d'ailleurs, ça n'existe pas vraiment une intelligence artificielle. Ce sont des algorithmes qui opèrent sur des ordinateurs. Ce n'est pas une entité qui a des volontés, par exemple. Et donc, quand vous êtes, par exemple, quand vous discutez avec une intelligence artificielle sur une chatbox, quand vous avez, comme il en existe déjà, quand on vous propose des services pour l'électricité, pour vos abonnements téléphoniques, etc. Des fois, vous appelez ces services-là, mais en fait, c'est une intelligence artificielle qui vous répond. Et en fait, la question que vous allez lui formuler, elle va se dire, elle ressemble à 100 000 autres questions que j'ai eues. Dans ces 100 000 autres cas, j'ai apporté telle réponse qui a été validée. Et donc, il est très probable que cette réponse satisfasse mon interlocuteur. Et donc, je vais lui donner cette réponse. Mais elle n'a fait aucun processus cognitif entre les deux. Elle a juste fait de la synthèse, en fait, empirique. C'est toute la différence entre la causalité, nous fonctionnons avec des raisonnements de causalité, et l'inférence empirique qu'utilise une intelligence artificielle. On ne peut pas vous cacher qu'à notre âge, on est très dépendant des avancées technologiques. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Et étiez-vous comme ça en tant que collégien ? Et moi, quand j'étais collégien, il n'y avait pas d'appareil électronique du tout, dans mon souvenir. Je crois que c'était le tout début des Mac, et j'avais un Mac chez moi, mais juste pour apprendre le traitement de texte. Je me rappelle qu'il y avait un logiciel d'apprentissage de traitement de texte qui m'a permis d'apprendre à taper. Mais je fais partie de la dernière génération qui a fait ses études sans être connecté. Donc, quand j'étais au collège et au lycée, on n'avait pas de téléphone portable, donc quand on voulait appeler un copain, il fallait laisser un message sur le répondeur des parents. Et après, on allait consulter le répondeur des parents pour savoir où était le rendez-vous. Puis alors, des fois, on se loupait, on n'arrivait pas au rendez-vous parce qu'on n'avait pas pu consulter le répondeur. On allait dans les cabines téléphoniques. Et même quand j'ai commencé mes études, quand on voulait chercher un livre, on allait dans les bibliothèques. Et ce qui est assez amusant, c'est que ça paraîtrait complètement impensable aujourd'hui, y compris pour moi. Mais au fond, on vivait très bien et on n'était pas plus idiots qu'aujourd'hui. Enfin, on avait accès à toutes sortes de connaissances et d'informations. Maintenant, je pense qu'il y a une génération qui s'est engouffrée là-dedans parce que c'était le début, et c'est les digital natives, et c'est un peu vos aînés, c'est ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, c'est mes étudiants. Et je vois qu'ils sont vraiment complètement dépendants des réseaux, complètement nourris par les réseaux et par leurs smartphones, qu'ils ont énormément de mal même à le laisser dans la poche plus d'une heure. J'ai l'espoir et un peu le sentiment que votre génération va un peu trouver le meilleur des deux mondes, et puis va les utiliser, va être déjà davantage consciente des problèmes que ça peut poser, et donc va les utiliser de manière plus raisonnable. Mais ça, c'est à vous de me dire. Notre génération, je pense qu'on peut être aussi dépendant que la génération qui est vos élèves, car on est né au milieu de l'invention de nouveaux smartphones, et oui. Du coup on a grandi avec, et C'est vrai. le monde, on ne connaît pas le monde autrement.
malheureusement. Alors ensuite, une fois qu'on a pris conscience ce que je trouve important, c'est de comprendre comment ces machines fonctionnent. Donc, un algorithme, il ne vous donne pas une réponse, par exemple, qui est neutre. Il vous donne une réponse en fonction d'un certain nombre de choix qui ont été faits par ceux qui ont conçu l'algorithme. Et ça, c'est des êtres humains qui ont fait des choix pour des raisons commerciales ou autres. Il faut simplement en être conscient, comprendre que quand vous recevez des messages sur votre timeline, si vous êtes sur un réseau social, ce n'est pas le premier message qui vient, c'est des messages qui ont été sélectionnés pour augmenter votre attention, pour capter votre attention. Parce que le but d'un réseau social, c'est de maintenir les utilisateurs sur le réseau. Donc si vous avez des messages qui sont toujours soit très haineux, soit au contraire très bienveillants et tout ça, c'est pas un hasard si c'est aussi binaire. C'est que dans les deux cas, ça permet de vous accrocher, de vous tenir en haleine, de vous faire réagir. Et donc, ce n'est pas du tout une conversation normale que vous avez ou une conversation spontanée que vous avez. C'est une conversation qui est orientée par les algorithmes qui ont sélectionné la manière dont votre timeline est constituée afin de retenir votre attention, afin que vous produisiez de la data. Parce que quand vous produisez de la donnée, c'est-à-dire que vous répondez, c'est là que vous faites la richesse, y compris économique, d'un réseau social. Et ce n'est pas grave en soi. Simplement, plus on en est conscient, plus ensuite on fait ses propres choix de comment on les utilise de manière rationnelle. Alors aujourd'hui, c'est donc la nuit des idées. En quoi consiste votre participation ? Ça, c'est une table ronde comme sur un sujet sur l'intelligence artificielle. Et il y a différents intervenants, dont moi-même. C'est des formats assez, au fond, fréquents, la table ronde dans les débats. Donc souvent, comme ça sera le cas dans la nuit des idées, il y a un journaliste ou un modérateur qui accueille 3-4 personnes qui ont des opinions variées sur un sujet et qui essaye de les faire parler ensemble pour animer un débat. Alors le risque, c'est toujours que les gens prennent la parole de manière et monologuent pendant 15 minutes chacun et qu'après, il n'y ait quasiment pas de temps d'échange. Et c'est toujours justement le talent du modérateur que d'arriver à créer des débats dans ce genre de circonstances. Et ça c'est assez. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant de voir aussi, c'est que à l'heure où il y a du YouTube et où donc, grosso modo, tout ce que je dis, vous pourriez le voir sur YouTube. J'ai déjà fait plein de conférences sur le sujet, donc je ne vais rien dire de forcément très nouveau ce soir. Et malgré cela, le désir, l'appétit pour les conférences et pour les tables rondes, et donc pour voir les gens live parler à des audiences, est de plus en plus considérable. Je suis submergé de demandes de conférences, alors que finalement, sur l'information qu'on transmet, elle est déjà disponible dans les livres ou sur les différentes plateformes. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'au fond, il y a un vrai besoin d'échanges humains non virtuels sur des grands sujets de société, notamment. Le fait de pouvoir poser des questions et même simplement des fois parfois le fait de pouvoir écouter en direct un conférencier. Il y a beaucoup de philosophes à Paris qui remplissent des théâtres entiers en faisant des conférences de philosophie qui, encore une fois, les gens pourraient trouver ailleurs chez eux. Mais non, ils se déplacent, ils payent une place, ils viennent regarder, ils prennent des notes. Donc ça, je trouve ça assez, au fond, réconfortant. Et alors, est-ce que vous-même, vous utilisez beaucoup les technologies actuelles ou bien avez-vous trouvé un moyen de vous déconnecter d'une certaine manière ? Et si oui, est-ce possible de vivre entièrement déconnecté ou partiellement en 2020 ? C'est une très bonne question. Donc, j'ai rencontré dans mon voyage, sur mon parcours, des gens qui effectivement font ce choix très radical de vivre aussi déconnecté que possible. Ou bien qui, par exemple, il y a une technique qui s'appelle l'obfuscation, qui consiste à multiplier des profils Facebook qui sont faux, qui sont fake, pour tromper la machine, pour qu'on ne soit pas identifiable. Ou des hackers à Berlin qui connaissent bien l'informatique puisqu'ils sont hackers, mais qui précisément pour ne pas être surveillés utilisent des vieux Nokia et pas des smartphones. Mais ça, si vous voulez, c'est des comportements que je trouve assez admirables ou respectables, mais enfin qui sont des comportements marginaux et quand même en opposition à la société telle qu'elle fonctionne et qui ne sont pas généralisables de mon point de vue. Donc c'est des options individuelles qui sont sympathiques, mais que moi-même j'ai aucune envie d'adopter. Donc moi, je suis plutôt très technophile, je trouve que la technologie, c'est un grand progrès. Mais justement, j'essaye de trouver des moyens de l'utiliser qui soient conformes à mes propres choix et à mes propres valeurs. Et donc, je passe un peu de temps à aller chercher les bonnes applications
que je trouve vraiment appropriés ou qui traitent les datas d'une manière qui me satisfait, plutôt que d'aller simplement sur les trucs les plus faciles qui sont très user-friendly, mais qui ensuite vous enferment effectivement dans des bulles cognitives, comme on dit, c'est-à-dire vous conduisent finalement à penser un peu toujours la même chose. Par exemple, j'étais sur Twitter très longtemps, très actif, et j'en suis sur les conseils donc, d'un chercheur que j'estime beaucoup, qui s'appelle Jaron Lanier, qui est un chercheur chez Microsoft, qui a publié un pamphlet contre les réseaux sociaux. Du coup, j'ai quitté Twitter. Et effectivement, j'ai réalisé que ça a influé la manière dont je pensais. Et que, au fond, Twitter me forçait à penser un peu toujours la même chose pour satisfaire ma communauté. Et que depuis que j'en suis parti, je me suis remis à lire d'autres livres, au fond, avoir beaucoup plus d'empathie avec des gens qui ne pensent pas comme moi, parce que je trouve ça aussi intéressant, à douter davantage, à penser contre moi-même. Et donc sur le cas particulier de Twitter, je pense que c'est vraiment très dommageable à la discussion publique en général, cet outil. En revanche, il y a d'autres plateformes moins connues qui proposent des services excellents, qui sont basés sur de la haute technologie, mais qu'il faut aller chercher. En fait, il y a plein de concurrence. Par exemple, si vous prenez WhatsApp, la manière d'échanger les messages, vous avez en France d'autres applications comme Scred, qui sont des applications peer-to-peer, où les messages passent directement de vous à votre interlocuteur sans du tout être filtrés, ni par un algorithme, ni par une plateforme, ni par rien, parce que c'est vraiment peer-to-peer. Donc ça existe. Alors il faut faire l'effort de comprendre comment ça marche, d'aller dessus, d'inviter vos amis dessus, et puis de vous retrouver ensuite un usage qui est pour moi beaucoup plus sain. Par exemple, j'utilise pas Google, mais j'utilise DuckDuckGo. DuckDuckGo, c'est un moteur de recherche. Moi, je fais toutes mes recherches dessus, ça me va très bien. Enfin, j'en souffre pas. Simplement, Google vous propose des réponses en fonction des recherches que vous avez effectuées précédemment pour vous proposer la réponse qui vous convient le mieux. Mais donc, c'est une réponse qui forcément va un peu dans votre sens. À tel point, comme je disais tout à l'heure, qu'il m'est arrivé souvent, en tapant des sujets sur Google, de trouver mes propres articles que j'avais écrits moi. Donc c'est vraiment le point ultime de l'enfermement dans la bulle cognitive, puisque je demande quelque chose, j'ai la réponse que j'ai fournie moi-même. Alors évidemment, je suis content de cette réponse, ça me confirme. Et puis voilà, on avance comme ça, et en fait, on est un peu comme un hamster dans sa roue. DuckDuckGo, lui, me donne la même réponse à d'autres défauts, mais me donne la même réponse à moi qu'elle donnerait à vous, parce qu'elle ne prend pas en compte les historiques de recherche. Bon, et donc fait un peu la moyenne de ce qu'ont tapé tous les gens qui utilisent DuckDuckGo et pas seulement un utilisateur. Donc ça, je trouve ça par exemple plus objectif. Et donc je suis déterminé à continuer à utiliser DuckDuckGo. Voilà, après, il y a encore une fois, sujet par sujet, vous pouvez trouver des applications beaucoup plus vertueuses. Il y a quand même, c'est un secteur concurrentiel, donc il y en a qui arrivent à se créer. Et c'est un peu à nous de faire cet effort de quitter WhatsApp pour Scred, de quitter Google pour DuckDuckGo, voire d'utiliser des VPN, notamment dans des pays où les communications sont explicitement surveillées, comme la Chine. Mais les outils sont là. C'est une question ensuite de choix personnel, mais il faut être sûr de pouvoir de faire ses choix, de ne pas juste se laisser entraîner par l'application la plus populaire. Donc vous dites que vie se déconnecter, c'est pas forcément arrêter le téléphone portable, mais avoir accès à d'autres applications qui nous donnent quand même accès à ces actions qui peuvent être des petites erreurs, des petits détails qui nous définissent quand même, quoi. Oui, et d'ailleurs, je pense que c'est très important de conserver la possibilité de faire des erreurs. C'est important de faire des erreurs. Et on a tendance aujourd'hui, en suivant des parcours un peu tout préparés, à aller au plus facile et du coup à ne pas faire d'erreurs. Mais en fait, faire un choix, c'est aussi prendre le risque de faire des erreurs, mais l'erreur est le moteur du progrès, que ce soit le progrès biologique, l'évolution de la vie ne se serait pas fait sans erreurs. C'est parce qu'il y a des erreurs dans l'application de l'ADN et qu'il y a des singularités qui apparaissent que l'évolution a pu se faire. Et c'est pareil dans le champ social ou même dans l'urbanisme. C'est l'ordre spontané qui produit les choses les plus complexes et les plus sophistiquées. Et cet ordre spontané, il vient des erreurs que chacun peut commettre. Donc il faut laisser préserver cette possibilité d'errance individuelle sans enfermer les gens dans des sillons dont ils ne pourraient plus sortir. Mais il ne s'agit pas du tout de vivre déconnecté, mais il s'agit simplement de se connecter selon ses propres critères. En disant, je souhaite me connecter, d'abord de s'octroyer des plages de temps, par exemple, déconnecter. Moi, quand j'écris le matin, à peu près 3 heures le matin, eh bien, je ferme toutes les communications. Parce que ça me permet de retrouver une vraie concentration pendant 3 heures. Si vous écrivez et que vous êtes abreuvé de notifications, votre cerveau il part dans tous les sens et vous sortez de là, vous avez la nausée quasiment. Donc on a tous les outils pour faire ces choix. Simplement, il faut en prendre conscience et les faire de manière très explicite et s'y tenir, quoi, se donner une certaine discipline. Donc,
Pourquoi pensez-vous que ces plateformes sont beaucoup moins populaires que celles comme Google ou WhatsApp ? Parce qu'elles ne vous donnent pas la satisfaction immédiate. Google vous donne immédiatement le résultat dont vous avez envie. Et donc, vous êtes immédiatement accroché par la plateforme. DuckDuckGo, des fois, il me donne un résultat qui me semble un peu loin de mes recherches, un peu loin de mes préoccupations. Il faut que je prenne du temps, il faut que j'aille en page 2. Voilà. Et donc, évidemment, plus on vous donne de l'efficience, plus on capture votre attention. Mais cette efficience, elle se fait au détriment d'autre chose. Elle se fait au détriment parce que quand vous êtes dans un univers où tout est très efficace, on vous donne tout de suite du bien-être et de la satisfaction, vous pouvez vous laisser guider très facilement. Et au fond, vous perdez votre capacité à vous déterminer vous-même. Donc, le fait de rétablir la capacité de choix passe par un certain travail et par une certaine, je dirais pas souffrance, mais enfin par des choses qui sont moins instinctives, moins immédiates, mais du coup plus riches. J'utilise par exemple des applications, sans donner des noms, mais j'utilise des applications qui ne sont pas du tout user-friendly, qui vous forcent à bien lire le mode d'emploi, mais ensuite vous appropriez l'application de manière beaucoup plus personnelle en fait. Donc votre manière d'utiliser la technologie, c'est une utilisation plus saine que totalement déconnectée. Oui, d'abord je fais un exemple de vertu, mais j'essaye simplement de faire en tout cas mes propres choix dans la manière dont j'utilise. Et ensuite, les gens qui sont complètement déconnectés, si vous voulez, c'est autre chose, c'est de la marginalité. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui, déjà, comme Thoreau, au XIXe siècle, vont vivre dans des cabanes et construisent des vies alternatives avec d'autres valeurs. C'est formidable que ça puisse exister, mais c'est évidemment pas un modèle pour l'ensemble de la société. Et le progrès technologique, il faut se l'approprier. Mais dans l'histoire des technologies, il y a toujours eu des ruptures, et puis ensuite, une phase d'appropriation et une phase de régulation. Donc, même, on a inventé l'imprimerie, après, on a mis au point le droit d'auteur. On a inventé la révolution industrielle est apparue. On a inventé ensuite le droit de propriété intellectuelle et puis les brevets. Donc, les choses, forcément, se mettent en place. Et la technologie, ensuite, la société s'en empare et se l'approprie de la manière dont elle choisit de le faire. Et c'est normal qu'il y ait un petit temps de latence au début, parce qu'on est un peu submergé par des choses très nouvelles et on ne sait pas trop comment ça marche. Et au fond, ça fait que 10-15 ans que les data, en tout cas, font partie de notre environnement quotidien. Et la réaction qui se produit aujourd'hui, qu'on appelle le techlash, est assez saine et va permettre de construire des régulations intelligentes sur ces technos, comme ça a toujours été le cas dans l'histoire du développement technologique. Donc c'est pas ni anormal ni malsain, mais c'est plutôt l'évolution logique de ce secteur. Et c'est intéressant de voir que, par exemple, Mark Zuckerberg poste des commentaires réguliers. Son commentaire il y a 2 ans, c'était de dire nous on règle nos problèmes nous-mêmes, on est dans notre community, on n'a besoin de personne. Et son message il y a 3 mois, qui avait été d'ailleurs publié par le Wall Street Journal, c'est intéressant maintenant il passe par la presse, traditionnelle, est au contraire un appel aux régulateurs en disant nous avons besoin qu'on nous donne des lois, un cadre à respecter, dans lequel ensuite nous pouvons faire nos innovations. Donc ce changement de mentalité est très intéressant. On vous remercie infiniment de votre temps. Merci à vous. De la part de tous les élèves du CFBL et de Radio Récré. Nous remercions aussi Monsieur De Villard, le proviseur du lycée Charles de Gaulle, et Madame Da Silva de l'Institut français du Royaume-Uni de nous avoir invités à accueillir. Et merci à vous. Merci. Radio Récré, c'est Radio Récré. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous.